Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce focus de la semaine consacré aux faits saillants de l'actualité nationale, régionale mais aussi internationale. Et nous entamons ce focus par cette visite de la délégation venant tout droit du Sénat somalien et qui a été accueilli par le président de la République Ismaël Omar Guelleh, le président de l'Assemblée nationale. Également, cette délégation dans son périple a pu donc visiter la région d'Arta. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu le président du Sénat somalien, Abdi Hashi, au palais de la République. Cette visite officielle de 112 heures vise à renforcer les liens historiques et culturels entre les deux pays. Lors de la rencontre, ils ont discuté des projets de coopération en cours ainsi que la situation sécuritaire en Somalie où l'État somalien mène une offensive militaire pour restaurer pleinement son autorité. Le président somalien a exprimé sa gratitude envers Djibouti, saluant son soutien continu à la stabilité de la construction de la Somalie. Par ailleurs, M. Abdi Hashi Abdullahi a été accueilli avec les honneurs par le président de l'Assemblée nationale de Djibouti, Dileta Mohamed Dileta, en présence des membres du bureau des représentants du groupe d'amitié Djibouti-Somalie. Lors de cette réunion, les discussions ont mis en avant la coopération fraternelle qui a uni les deux pays, fondée sur une histoire commune, une langue partagée et une volonté mutuelle de promouvoir la paix et la stabilité dans la région. Le lundi 14 avril, la délégation somalienne a poursuivi son programme en se rendant à Artaville, un lieu chargé de symbolisme pour la Somalie. Ce déplacement, organisé avec des militaires djiboutiens et les autorités locales, a mis en lumière des rôles déterminants des Djibouti dans le processus de réconciliation somalien. La présidente par intérim de l'Assemblée nationale de Djibouti, Mme Safia Elmi, a souligné l'importance de cette visite et a rendu hommage à la résilience du peuple somalien face aux épreuves. Elle a également rappelé l'initiative historique du président Guelleh, qui l'an 2000 avait facilité la conférence d'Arta, un événement crucial pour la construction de la Somalie. Enfin, le président du Sénat somalien, Abdi Hashi, a exprimé la reconnaissance profonde de son pays envers Djibouti et insisté sur l'importance d'Arta dans la mémoire collective somalienne, la ville représentant un tournant vers l'unité et la souveraineté nationale. À cet effet, une musée dédiée au processus d'Arta et à la solidarité djibouto-somalienne sera prochainement inaugurée par le président de la République à l'occasion du 25e anniversaire de la conférence d'Arta. Autre actualité qui a dominé cette semaine, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé la conférence sur le changement climatique qui s'est tenue à Aïla. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a présidé la cérémonie de la deuxième édition de la conférence sur le changement climatique sous le thème « Recherche et résilience » à Aïla Grand Hôtel,
étendue sur 3 jours. La conférence internationale de Djibouti sur le changement climatique a valeur de plateforme majeure de concertation et d'échange d'expertise et de proposition de solutions viables et durables aux conséquences fort dommageables posées par le phénomène de réchauffement climatique. Outre le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, le Premier ministre et les membres du gouvernement, des hauts responsables ont assisté à la conférence, des invités de marque et des spécialistes des questions du climat, de la biodiversité de plusieurs institutions publiques et privées, des renommées internationales ainsi que les représentants de la société civile étaient également présents. La vocation de cette conférence de Djibouti a contribué à l'atténuation des effets négatifs du phénomène du changement climatique à l'échelle internationale et nationale et régionale, qui garantit par la qualité des participants, dont un panel d'universitaires, des spécialistes des questions environnementales issus de tous les continents, pour adopter des conclusions découlant d'un travail analytique porté sur des données rendues disponibles à l'issue d'un état des lieux minutieux à la fin de ces conférences. Sous le leadership du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, la République de Djibouti continue son engagement dans la lutte contre le changement climatique à travers la mobilisation des acteurs régionaux, renforcer les coopérations, accueillir les chercheurs, former les jeunes et à travailler en réseau pour atteindre un objectif commun qui est de mettre en place des modèles fiables, opérationnels, d'adaptation, de résilience durable, tout en préservant la croissance et le développement économique nécessaire à nos concitoyens. Des panels marqueront l'événement et mettront en lumière l'engagement des États à renforcer la coopération régionale ainsi qu'à consolider la connaissance technique et scientifique face aux changements globaux affectant la région. À la primature, il y a cette réunion concernant l'organisation de la conférence de la ZLECAf. De quoi était-il question? Réponse dans cette séquence. Sous la présidence de M. Abdelkader Karim Mohamed, s'est tenue une réunion du comité national d'organisation de la conférence de haut niveau sur les opportunités de la ZLECAf à travers les zones économiques et spéciales. Cette rencontre stratégique s'inscrit dans la perspective de la conférence prévue, organisée à Djibouti en partenariat avec le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine. Djibouti, en tant que membre fondateur de la ZLECAf, initiative continentale ratifiée à ce jour par 49 pays, étant joué un rôle moteur dans l'opérationnalisation de cette zone qui ambitionne de constituer un marché commun africain de plus de 1,3 milliard de consommateurs, dans un contexte économique mondial de plus en plus marqué par la montée des mesures protectionnistes, notamment les taxes douanières imposées par certaines puissances comme les États-Unis. La ZLECAf représente une alternative stratégique pour renforcer l'autonomie commerciale du continent. Positionner Djibouti comme un acteur clé et une plateforme logistique au cœur du commerce intra-africain, mettre en avant les potentiels consommateurs des zones économiques spéciales pour stimuler la production locale, l'industrialisation et la création d'emplois. Accroître les échanges intra-africains qui représentent actuellement 17% du commerce total en renforçant la coopération avec nos partenaires proches tels que l'Éthiopie, le Rwanda ou l'Ouganda. Outre les discussions ont porté sur la validation du programme de la conférence logistique, la sécurité, la mobilisation intervenant et des délégations officielles, ainsi qu'à la facilitation des visas et l'accueil protocolaire. Une visite des infrastructures portuaires des zones franches est également prévue pour illustrer les capacités logistiques de Djibouti. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de formaliser un mécanisme national de supervision et de coordination pour la mise en œuvre des engagements liés à la ZLECAf. Il a appelé à une collaboration étroite avec le secrétariat général de la ZLECAf dirigé par le Sud-Africain afin d'assurer un suivi rigoureux et intégré d'une telle coordination. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abdelkader Hussein, participe à la 24e session du Conseil exécutif de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein Omar, prend part aux travaux de la 24e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba, une session présidée par le président de la Commission de l'Union africaine, M. Mohamed Ali Youssouf. Parmi les questions liées à l'ordre du jour figurait, entre autres, l'élection d'un membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, d'un membre de la Commission de l'Union africaine pour le droit international et d'un membre du Conseil spatial africain. En marge de la session extraordinaire du Conseil exécutif, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale a eu une réunion bilatérale avec son homologue rwandais. Le ministre rwandais a d'emblée félicité son homologue djiboutien pour sa récente nomination et les deux ministres ont réitéré leur volonté de consolider davantage des relations existantes et de renforcer leur coopération dans les secteurs clés déjà identifiés par les deux pays. Cette rencontre a permis de faire suivi des engagements pris durant le premier commission mixte ministérielle en mai 2023 et convenu de poursuivre en collaboration
étroite. En fin de réunion, M. Abdelkader Hussein Omar a saisi cette occasion pour saluer l'évolution remarquable du Rwanda qui, après avoir connu l'une des pires atrocités de notre temps, dont nous commémorons cette année et cette semaine le 31e anniversaire du génocide contre les Tutsis au Rwanda, a su se reconstruire et s'assurer un renouveau fort, son incroyable volonté de dynamisme et de sa population. Santé cette fois avec le lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a procédé au lancement officiel de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite lors d'une cérémonie solennelle tenue au Palais du Peuple. Cette campagne organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé vise à renforcer la lutte contre les poliomyélites et à protéger des millions d'enfants à travers le pays contre cette maladie invalidante mais évitable. La vaccination est un droit pour chaque enfant et un devoir pour chaque parent. Ensemble, engageons-nous à protéger nos enfants contre la poliomyélite et à construire un avenir en bonne santé pour notre nation. La campagne se déroule dans tout le pays avec une attention particulière portée aux zones les plus éloignées. Des équipes mobiles seront déployées pour atteindre les mêmes zones les plus reculées afin de s'assurer qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte. Le gouvernement appelle tous les parents à faire vacciner leurs enfants âgés de 0 à 5 ans et réitérer son engagement à renforcer leur système de santé pour le bien-être de tous. Dans l'actualité internationale, nous allons parler de cet entretien entre Macron et Mahmoud Abbas concernant la libération d'otages, mais aussi le cessez-le-feu et la solution politique à 2 États. Les deux dirigeants ont échangé dans la perspective de la conférence prévue en juin et coprésidée par la France et l'Arabie Saoudite. Le président français Emmanuel Macron et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas ont abordé la libération des otages, le retour d'un cessez-le-feu et acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, en cours d'un entretien intervenu lundi dernier. Dans une publication sur les réseaux sociaux X, Macron a assuré que la France est pleinement mobilisée pour obtenir la libération des otages, le retour d'un cessez-le-feu et un accès immédiat à l'aide humanitaire. Il est censé de bâtir un cadre pour le jour après, désarmer la résistance du Hamas, définir une gouvernance crédible et réformer l'autorité palestinienne. Et pour clore ce focus, nous allons parler du réchauffement climatique. L'OMI adopte une taxe mondiale sur les émissions de CO2. Réponse dans cette séquence. Les grandes nations maritimes ont approuvé la première taxe mondiale sur les émissions de dioxyde de carbone des navires, une mesure historique pour lutter contre le changement climatique. Cette taxe de $100 par tonne de CO2 sera appliquée aux navires dont les émissions ne sont pas déjà compensées par des contributions du fonds Net Zero, l'Organisation maritime internationale. Elle entrera en vigueur en 2028. Le transport maritime est responsable de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, en grande partie due à la taille croissante des navires qui consomment de plus en plus de carburant. Cette taxe fait partie d'un ensemble de mesures visant à réduire l'empreinte de carbone et secteurs en favorisant l'adoption des carburants marins plus écologiques. Arsenio Dominguez, secrétaire général de l'OMI, a salué cet accord comme un bon résultat pour l'organisation, soulignant qu'il approche le secteur de la mise en place des mesures mondiales de décarbonisation, y compris un mécanisme tarifaire. Cet accord marque une avancée significative pour la transition énergétique du transport. Sur ce, notre focus touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis.